Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'escalade continue avec la Russie qui affirme défendre les frontières de la patrie en annexant les territoires ukrainiens occupés dans l'est du pays et en accusant les États-Unis d'avoir mobilisé tous les pays occidentaux pour défendre Kiev. De son côté, Volodymyr Zelensky répond en demandant officiellement son entrée dans l'OTAN et en jurant qu'il ne négociera pas avec Moscou tant que Vladimir Poutine sera président. Comment sortir de cette situation explosive ? Le président tchétchène Kadyrov appelle à utiliser rapidement l'arme nucléaire tactique. Une réaction émotive selon le Kremlin. On verra s'il y a lieu de s'inquiéter encore plus. Et puis, toujours ces graves inquiétudes sur la sécurité en France. 3 morts lors de fusillades à Marseille ce week-end. Et puis des tirs à la Kalachnikov en plein centre de Grenoble. Enfin, ce vieux monsieur de 92 ans molesté par une toxicomane en manque. Le tableau est sombre. On en débat ce soir avec mes invités, juste après le rappel des titres de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les crimes commis par la Russie seront jugés et punis, assure Elisabeth Borne. Cet après-midi, la Première ministre a ouvert un débat à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine. Elle a également évoqué l'annexion des 4 territoires ukrainiens par la Russie. Elle dénonce une mascarade. Écoutons-la. Il ne fait aucun doute que le dispositif russe est fragilisé. La mascarade des référendums truqués menés dans certaines régions de l'Est de l'Ukraine montre que la Russie se rend compte de sa propre fragilité et cherche à donner un vernis démocratique à son offensive. Le président de la République l'a rappelé, nous ne reconnaîtrons évidemment pas les résultats de ces prétendus référendums, ni l'annexion illégale de Vladimir Poutine. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle provocation. Dupond-Moretti est renvoyé en procès. C'est une première pour un garde des Sceaux en exercice. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il a eu affaire lorsqu'il était avocat, des faits qu'il conteste. On écoute Rémi Laurin, l'un de ses avocats. Il n'y a pas de surprise sur la décision rendue. C'est une décision à laquelle on s'attendait, qui est dans le prolongement des combats déjà menés par les syndicats de magistrats depuis le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il s'agit ni plus ni moins que la traduction judiciaire de la déclaration de guerre qui avait été annoncée par les syndicats de magistrats le soir de la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une instrumentalisation gravissime du droit pénal et de la Cour de justice de la République afin de nuire à l'action politique de l'actuel ministre de la Justice. Voilà, et j'ajoute que Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a été mis en examen lui aussi aujourd'hui à propos de ses liens dans l'affaire de l'armateur MSC. On apprend qu'il restera à son poste à l'Élysée malgré cette mise en examen. Emmanuel Macron appelle les Français à participer au débat du Conseil national de la refondation. Objectif, transformer la France envers et contre tous les blocages. Une plateforme a été lancée ce matin. Écoutez le chef de l'État. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. La proportion de personnes ayant reçu une 2e dose de vaccin anti-Covid est insuffisante. La Haute Autorité de la Santé tire la sonnette d'alarme alors qu'une nouvelle campagne de vaccination a été lancée aujourd'hui. Quelques 17 millions de personnes, notamment celles à risque, sont éligibles. Or, moins de 50% d'entre elles ont fait leur 2e rappel. On verra si tout le monde l'a fait sur le plateau. Et puis 3 hommes ont été tués par balle durant le week-end dans le 3e arrondissement de Marseille. 2 autres ont été légèrement blessés. La plus jeune des victimes avait 21 ans. Elle était connue pour de petits délits. Les policiers, évidemment, sont très inquiets de la situation. Ils décrivent des scènes de guerre commises par des criminels de guerre. Voilà pour les grands thèmes de l'actualité. On va en débattre ce soir dans cette édition avec mes invités. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Merci d'être là. Laurence. Nous sommes avec le commissaire David Lebars. Bonsoir. Commissaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. Le général Vincent Desportes est toujours avec nous. Merci. Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Et un avocat. Il nous manquait un avocat ce soir sur le plateau. Maître Gilles William Golnadel. Bienvenue à tous. On va commencer par l'Ukraine, si vous le voulez bien, avec le discours de Vladimir Poutine vendredi dernier. Elisabeth Borne, qui, il y a quelques instants, dit que voilà, les sanctions fonctionnent contre la Russie. Il faut continuer à aider l'Ukraine, a-t-elle dit. J'aimerais qu'on écoute aussi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui parle de l'annexion des territoires en Ukraine. Écoutez-le.
La République populaire de Louhansk et la République populaire de Donetsk sont déjà incorporées aux frontières de 2014. Pour Kherson et Zaporijjia, nous continuerons à consulter les résidents de ces régions pour fixer des frontières. Sur Kadyrov et l'utilisation de l'arme nucléaire, il a parlé sur le coup de l'émotion, mais les chefs de région ont le droit d'exprimer leur point de vue, y compris Ramzan Kadyrov qui, comme vous le savez, a fait beaucoup et a apporté une grande contribution depuis le début de l'opération militaire spéciale. Nous avons également entendu la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa demande d'une entrée accélérée dans l'OTAN. Nous avons aussi vu différentes réactions de l'OTAN. Il y a des pays qui soutiennent une telle option, il y a d'autres pays qui ne la soutiennent pas. Nous nous souvenons que cette orientation de l'Ukraine vers l'OTAN et qu'elle en soit un futur membre est devenue l'une des raisons de l'opération militaire spéciale. Voilà pour le porte-parole du Kremlin. Général Desportes, ça veut dire que dans l'entourage de Vladimir Poutine, il y a des gens qui le poussent à utiliser l'arme nucléaire tactique. Ramzan Kadyrov, président tchétchène en l'occurrence. Très clairement, moi je pense que Kadyrov, de toute façon, dit un peu ce qu'on lui dit de dire. Il a un peu de liberté. Et Kadyrov, quelqu'un de très particulier, comme ça a été rappelé, il doit énormément à Poutine. Et si la Russie tombe, Kadyrov meurt. La Tchétchénie se relance dans ses manœuvres irrédentistes. Et donc, il ne peut pas laisser tomber. Enfin, la Russie ne peut pas tomber. Donc, il va pousser. Et il est clair qu'autour de M. Poutine, on a bien deux clans. On a les jusqu'au-boutistes et ceux qui sont plutôt colombes. Lequel des clans est le plus important ? C'est difficile à dire. Mais ce qui compte au centre, c'est Poutine. Poutine, on le voit bien, on le sait depuis longtemps, est acculé. Il a joué pratiquement toutes ses cartes les unes après les autres. Il en reste une encore extrêmement violente et qui modifierait les circonstances véritablement qu'il n'a pas joué. C'est l'arme nucléaire. Et d'abord tactique, évidemment, avant de passer à l'arme nucléaire stratégique. Là, je pense qu'il ne le fera pas. Et donc, il est tout à fait possible qu'il le fasse c'est bien sa vie à lui qu'il est en train de chercher à sauver maintenant, son régime et sa propre vie. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'armes nucléaires tactiques ? C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement radioactif, ça tue combien de personnes ? Ça peut éradiquer une ville de combien d'habitants ? Alors, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez tuer personne, jusqu'à 200 000 personnes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent dit que si par exemple le choix était fait de tirer une arme nucléaire tactique sur l'île aux serpents, vous allez tuer 2 serpents. Mais maintenant, c'est un geste politique très fort, parce que ça dit au monde entier, oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Vous pouvez continuer, mais je suis fou. Et donc, il brise à nouveau, pour 2 serpents tués, le tabou nucléaire. Maintenant, la même bombe que vous mettez au centre de Kiev, là, c'est 200 000 morts. Et donc, il faut bien comprendre que c'est une arme nucléaire tactique par sa puissance, c'est-à-dire entre 2 ou 3 et 15-20 kilotonnes, mais elle aurait une signification stratégique beaucoup plus que tactique, et vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Et ça dépend aussi, il faut le répéter, que ça dépend à quelle hauteur vous faites exploser cette bombe. Si vous la faites exploser au sol, il se passe quasiment rien. Si vous la faites exploser en l'air, alors vous avez un rayon, c'est comme un feu d'artifice. Si vous le faites péter au sol, on voit rien. Si vous le mettez en l'air, alors vous avez des retombées. Sauf qu'il s'agit de retombées radioactives. Exactement. Oui, c'est radioactif. Mais ce que je veux dire, c'est que le choix du nombre des victimes est un choix politique, et c'est Poutine qui détient ce choix. Concrètement, sur le terrain, est-il à ce point en difficulté pour avoir l'idée d'avoir à recourir à ce type d'armes ? Alors moi je ne pense pas que que les armées ukrainiennes soient capables de repousser les armées russes au-delà de la frontière naturelle ou légitime entre la Russie et l'Ukraine avant l'hiver. Mais il y a néanmoins une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que M. Poutine a un espoir, c'est de gagner un mois, le mois qui nous sépare maintenant de la petite Rasputitsa et de l'hiver. C'est-à-dire, c'est quoi la Rasputitsa ? C'est l'enlisement, quoi. C'est l'enlisement. Il va pleuvoir, les pluies d'automne très lourdes vont tomber sur l'Ukraine et on ne pourra plus manœuvrer parce que les chars ne peuvent pas manœuvrer quand il y a trop de boue, et quand l'hiver est là, ça devient très difficile. Le pari de M. Poutine, c'est de stopper véritablement l'attaque ukrainienne au-delà des frontières et ensuite il espère se refaire pendant l'hiver avec un double pari que la mobilisation paiera, c'est-à-dire qu'il aura eu le temps de reconstituer des troupes capables de reprendre le combat à leur compte
au début du printemps, et que d'autre part, les opinions publiques grelottantes de l'hiver, parce qu'elles n'auront pas été chauffées, expliquent à leur gouvernement que ça va bien et qu'il faut arrêter de soutenir monsieur Zelensky. Donc on a un double pari, et pour le gagner, à mon avis, il peut aller jusqu'à tirer des armes d'une nouvelle nature, des armes nucléaires. Quand le président Zelensky répond en disant et en faisant sa demande officielle d'entrer dans l'OTAN, il passe la ligne rouge, il franchit la ligne que s'est imposée Poutine ou pas? On le savait que... Il n'y a pas de sujet sur l'OTAN. Non, mais si, il y a un gros sujet sur l'OTAN, mais il n'y a pas de ligne rouge. Alors, ce qui est vrai, il y a une crispation, des acteurs, et c'est vrai qu'il semblait que M. Zelensky avait abandonné cette idée-là, et là, il rentre dedans. Mais il sait, il s'accroche à cette idée, mais tout le monde sait que ça n'est pas possible. Tout le monde sait que ça n'est pas possible pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il faudrait l'approbation des 30 États membres et que c'est quasiment impossible de l'avoir. D'autre part, que rentrer dans l'OTAN suppose un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies, en particulier politiques, de moralité politique en Ukraine, et que ça n'est pas fait. Troisièmement, la constitution de l'OTAN, si vous me permettez d'utiliser ce terme, prévoit qu'un pays, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, qu'un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Et on comprend bien pourquoi. Et le cinquième argument, évidemment, c'est celui de l'article 5. C'est-à-dire que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, alors l'article 5 joue et nous sommes obligés, nous, Français, d'aller nous battre à Kharkiv et éventuellement d'utiliser nos armes nucléaires. Donc on voit bien qu'on n'en est pas à la veille. Il est normal que M. Zelensky le dise, mais il est aussi normal qu'en fait, il ne le pense pas possible. Un dernier mot, Louis Dragnel, sur la situation en Russie et en Ukraine. Ce qu'on va tenter de voir, c'est justement l'état de l'armée russe. Il y avait deux objectifs pour Vladimir Poutine. Le premier, on l'évoquait tout à l'heure, c'était un enjeu de politique intérieure, c'était d'essayer de montrer à son peuple que il y avait eu un sens à cette guerre. Tous les observateurs disent que on connaît pas les objectifs de guerre, on sait pas où il veut aller. Il n'a pas réussi à prendre Kiev alors qu'il pensait que ça allait se passer facilement. Et bien le fait d'annexer ces 4 nouveaux territoires, de planter des drapeaux russes, ça permet de montrer au peuple, regardez, on a des objectifs, on a des résultats et des victoires. Le deuxième objectif visé par Vladimir Poutine, c'est aussi peut-être de changer, de basculer la doctrine qui jusqu'à aujourd'hui prévaut dans cette guerre. C'est-à-dire que pour le moment, on parle la Russie parle d'une opération militaire spéciale et pas d'une guerre. Mais avec l'annexion, elle parle de guerre maintenant. Là où tout peut changer, c'est que désormais, toute contre-offensive ukrainienne pour reprendre une partie de ces 4 territoires est considérée comme un acte de guerre contre la Russie. Et donc c'est ça qui pourrait justifier sémantiquement, et donc au-delà de la sémantique, toutes les répercussions, toutes les déclinaisons d'une entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine et contre peut-être l'Occident. Et donc, on l'a aussi évoqué, mais dans l'emploi de l'armée conventionnelle russe, à la différence de l'armée française par exemple depuis plusieurs années, eh bien l'emploi de l'arme nucléaire fait partie de l'armée conventionnelle, voilà, ce qui n'est pas le cas de la France. Merci, on fait une toute petite pause. Merci Général Desportes d'être venu nous parler de la situation sur le terrain en Ukraine. Il est 18h12, petite pause. On se retrouve pour parler sécurité sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite dans Punchline.